Coucou, vous connaissez Christopher Nolan? Ouais. Aujourd'hui, on va pas analyser les messages cachés de ses films, mais on va plutôt parler de sa façon de construire des histoires. Parce que vous le savez, si vous avez vu ses films, il raconte des histoires qui sont construites différemment. Non seulement sa façon de raconter des histoires non linéaires est présente depuis son tout premier film indépendant, Following, mais en plus il a pas cessé d'expérimenter à des échelles de plus en plus grandes, avec des structures de plus en plus complexes, jusqu'à son dernier coup de maître, Oppenheimer. Alors, déjà, c'est quoi la structure? Les gens qui étudient l'art de raconter des histoires, ils se sont demandé ce qui était commun à toutes les histoires, et à force d'observation, ils ont établi des structures plus ou moins universelles. D'abord en se basant sur les mythes et les légendes qui ont traversé les âges, puis ensuite en regardant un peu les histoires populaires, les romans, les films, tout ce qui pouvait servir pour établir des schémas redondants. C'est comme ça qu'on a eu le parcours du héros de Joseph Campbell, ou la structure en 3 actes d'Aristote, puis celle de Sid Field, puis celle de Robert McKee, ou bien la structure en 7 étapes de John Truby, ou le cercle de l'histoire en 8 étapes de Dan Harmon, enfin la très fameuse beat sheet en 15 étapes de Save the Cat par Blake Snyder. On va pas détailler chacune de ces structures ici. Par contre, je les ai détaillées dans une autre vidéo qui sortira pas sur cette chaîne, parce que, ouais, j'ai enfin lancé ma page Patreon. Et il y a des ressources gratuites là-bas, vous pouvez devenir membre gratuit et accéder à un document Notion qui met tous les liens vers les chaînes YouTube, les livres et les podcasts que j'ai poncés pour apprendre la théorie du storytelling, pour apprendre différentes pratiques autour de la réalisation et du cinéma en général. Comme ça, vous pouvez vous former gratuitement avec les mêmes ressources que moi. Sinon, si vous avez les moyens et que vous voulez me soutenir, il y a une première vidéo format long sur la théorie du storytelling, sur les différents types de structures qui est disponible en abonnement payant. Merci à tous les curieux qui iront regarder. C'est le premier lien dans la description. Back to the video. Ces structures, soi-disant universelles, elles permettent deux choses selon moi. La première, c'est avant l'écriture à proprement parler de l'histoire, quand on essaye de visualiser les grands mouvements du récit. On étale les idées qui découlent de la prémisse comme une toile de teinte sur des piquets. Et les piquets, c'est la structure. Quand on sait qu'en règle générale, on entre dans l'acte 2 vers 25-30% après le début de l'histoire, on sait qu'à ce moment-là, le rythme et les enjeux doivent changer. Le protagoniste s'engage dans une quête dont il ne sait pas encore tout, après avoir essayé d'y échapper pendant tout le premier acte. Ça permet d'explorer de façon plus pratique ce qu'implique notre prémisse. Si notre histoire est à propos d'un enfant curieux qui veut savoir ce qui se passe au-delà du jardin, le premier acte sera sûrement le conflit avec la figure parentale qui interdit de franchir la barrière. Et il y aura sûrement aussi un catalyseur qui attisera encore plus la curiosité de l'enfant pour qu'il ait encore plus envie d'aller au-delà de la barrière. Et l'acte 2, ça sera au moment où l'enfant finit par franchir la barrière d'une manière ou d'une autre et rentre dans un monde inconnu et l'aventure commence. La seconde utilité des structures, c'est a posteriori, une fois le film écrit ou monté, pour pouvoir déconstruire et analyser les grands mouvements et les comparer avec d'autres histoires. C'est plus facile de parler d'actes et de midpoints que de devoir décrire le contexte de chaque scène à chaque fois qu'on en parle. Le piège de ces structures, c'est pour l'auteur incertain, l'amateur ou même le professionnel qui manquerait de subtilité, de se perdre dans ces principes comme si c'était des grandes règles gravées dans la roche, de baser tous ses choix et toutes ses prises de décision de storytelling sur des préceptes de gourous de la théorie. Certains auteurs vous diront d'oublier complètement toute idée de structure quand vous écrivez. Par exemple, Paul Guyot, dans son livre Kill the Dog, ne jure que par l'écriture pure et simple, et il condamne férocement et avec quelques pointes de sarcasme assez comiques, les structures détaillées comme celle du livre Save the Cat. Paul Guyot, il insiste sur l'écriture, le fait de se concentrer sur sa propre histoire, faire fi de tous les conseils, toutes les règles de l'industrie, et essayer de trouver sa propre voie d'auteur pour repousser les limites. D'ailleurs, pour revenir à notre très cher Nolan, il est assez d'accord sur le fait de repousser les limites. Quand il parle de 2001, l'Odyssée de l'espace, il dit que Kubrick essayait à tout prix de s'affranchir des règles de storytelling de l'époque pour proposer une expérience comme aucune autre. Et il a raison en vrai. Après, je suis persuadé que quelqu'un pourrait faire rentrer 2001 dans les cases de Save the Cat. Blake Snyder lui-même vous dira que Memento est une anomalie, relative à sa propre méthode bien sûr, mais il dit que son livre, en fait, donne des conseils pour rendre votre film plus marketable, plus apte à convaincre un producteur ou un distributeur du potentiel commercial de votre histoire. Et Memento ne rentre pas dans cette catégorie, selon lui. Et en vrai, si c'était pas aussi brillant, la structure de Memento appliquée à un autre film pourrait ruiner l'histoire. Nolan étant Nolan, la structure de Memento est sa plus grande force. Et pour ce qui est de ce qu'il faut faire, chacun sa propre réponse. C'est de l'art, y a pas de règle. Les structures que proposent les vendeurs de livres ne sont pas les fondations, elles sont les symptômes d'une histoire satisfaisante. Les fondations, ça fonctionne différemment, déjà ça dépend de la méthode de chacun, forcément, mais souvent ça part d'une idée, puis de personnages intrigants qui orbitent autour d'un thème et qui se rentrent dedans. Et Christopher Nolan, s'il a bien compris un truc, c'est ce qui constitue une bonne idée pour un film. Une idée assez bonne pour que la structure fondatrice en découle. Dans l'anatomie du scénario, John Truby parle des deux éléments essentiels selon lui à la base d'une histoire réussie, la prémisse et le principe directeur. La prémisse résume l'histoire en une phrase. Par exemple, une équipe d'agents s'infiltre dans les rêves de leur cible pour y implanter une idée. Et le principe directeur, ça va plutôt résumer la façon dont l'histoire va être racontée en s'axant autour d'une direction soit ironique, soit novatrice. Par exemple, un braquage inversé dans le monde des rêves.
Ce principe directeur, c'est un concept que j'ai vu nulle part ailleurs que dans l'anatomie du scénario, et d'un côté, je trouve ça cool que John Truby ait essayé d'articuler ce qui rendait certaines histoires plus intéressantes que juste leur prémisse d'origine, en prenant en compte en fait la façon de raconter l'histoire. Et d'un autre côté, je pense que ce principe est parfois un peu flou, dans certaines histoires il est complètement absent, donc ça s'applique pas partout, et c'est souvent très difficile à déceler. Par exemple, pour Breaking Bad, la prémisse d'origine c'était Mr. Chips becomes Scarface, donc Monsieur Tout-le-Monde devient Scarface. Quand on y réfléchit, c'est aussi le principe directeur, et la prémisse c'est plutôt un prof de chimie atteint de cancer décide de cuisiner de la meth pour payer les frais de son traitement. Donc la prémisse et le principe directeur se mélangent pour former ensemble un pitch. C'est difficile de différencier lequel est lequel au final. Bref, ce principe directeur c'est un peu flou, mais ça peut être utile quand vous réfléchissez à comment raconter votre histoire, trouver des idées qui rendent le développement plus fun, qui ajoutent un peu d'épices à votre intrigue. C'est votre angle, c'est votre tournure à vous, ce qui fait que quelqu'un qui partirait de la même prémisse aurait pas du tout la même histoire à la fin. Et dans certains cas, ce principe directeur, ça se rapproche très fort de l'intrigue à concept. Ce qu'on appelle les films à concept fort, c'est les films qui utilisent une idée comme mécanisme autour duquel s'organise toute l'intrigue. Je vous dis que vous êtes dans un cercueil. Aidez-moi! L'idée de film high concept est aussi un peu floue à définir. Certains ont essayé, mais les exemples parlent mieux d'eux-mêmes. Well, it's Groundhog Day. Again? Dino DNA. Good afternoon, good evening, and good night. En tout cas, Christopher Nolan, c'est le maître des concepts forts. Tenet, par exemple, le fait de pouvoir voyager dans le temps en inversant son entropie, ça crée tout plein de situations hyper intéressantes et visuellement incroyables. Memento, le gars qui peut pas se créer de nouveaux souvenirs et qui traque le tueur de sa femme. Okay, so what am I doing? Oh, I'm chasing this guy. No, he's chasing me. C'est un poisson rouge vengeur, super concept. À chaque fois, c'est une mécanique qui reste fidèle à elle-même, qu'on utilise pour créer des situations jusqu'à ce que ça fasse une intrigue. Et Nolan, quand il tient un concept ou une idée d'histoire, il en presse le jus pour obtenir la structure qui correspond le mieux. Par exemple, comment tu raconterais l'histoire de deux magiciens qui se disputent le même tour de magie impossible? Ça me semble pourtant simple. Ah non, moi j'ai pas... 3 timelines. Ouais, moi j'aurais pas fait comme ça. Une où les collègues deviennent des rivaux de plus en plus amers, une où la magie devient de la sorcellerie, et une où la mort attend au détour. Et puis on passe de l'une à l'autre. Hop, 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 hop. Pourquoi on fait des allers-retours? Parce que la structure en 3 actes est toujours là, comme dans un tour de magie. Every magic trick consists of 3 parts, or acts. The first part is called the pledge. On vous montre tous les éléments du mystère, certains détails que vous ne comprendrez qu'à la fin. Il y a quelque chose de pas naturel dans l'air. Une rivalité qui mènera peut-être jusqu'à la mort, et on vous montre l'origine de cette rivalité. The second act is called the turn. On vous montre comment la rivalité passe de petites vengeances pathétiques à des vols de spectacle. Essayez de découvrir le secret de l'autre tout en développant ses propres trucages, quitte à expérimenter sur un terrain dangereux. The third act, the hardest part, the prestige. Et enfin, on vous révèle le secret sordide des deux magiciens et on conclut leur conflit dans la mort. Parce qu'une structure non linéaire, ça veut pas dire commencer par la fin. Sauf dans le cas de Memento, mais du coup c'est une fausse fin. Enfin, j'en reparle juste après. Une structure non linéaire opère quand même dans le cadre d'une structure en 3 actes classique. Aucune histoire ne fonctionne sans une mise en place, un développement et un dénouement. Christopher Nolan le sait, et quand il déroule plusieurs timelines en parallèle dans son histoire, c'est parce que chacune d'entre elles s'inscrit autant dans la mise en place que dans le développement et dans le dénouement. Des questions ou des promesses sont posées au premier acte, le deuxième acte nous donne un déroulement complet et continu qui nous amène de façon fluide à une conclusion bien ficelée dans le troisième acte qui répond aux promesses ou aux questions posées dans la première partie. Il utilise les sauts dans le temps pour créer de la tension, du mystère ou du suspense de façon dynamique. Parfois, les enjeux deviennent évidents et excitants que quand on sait que la situation initiale va découler sur une situation bien plus grave et plus complexe à l'avenir, même si on sait pas encore comment et pourquoi. Donc on nous montre la situation grave et complexe en même temps que la situation initiale, et on sait pas encore le développement de comment on en est arrivé là, ni le développement de qu'est-ce qui se passe à partir de là. Memento. Prenons le schéma selon lequel Nolan explique la chronologie du film. La fin, c'est le milieu de la chronologie, et le début, c'est la fin chronologique. Donc le début du film nous montre la dernière action que prend le protagoniste, et la fin du film nous montre le moment où il a pris la décision de faire cette action. Donc pourquoi il prend cette décision. Now, where was I? Le début nous donne un mystère à élucider, pourquoi il tue ce mec, comment il en est arrivé là, et au lieu de nous faire la classique « ça, c'est moi », vous vous demandez peut-être comment j'en suis arrivé là. Ça, c'est moi ? Ça, c'est moi. J'adore Studio Bagel. Puis de tout nous raconter dans l'ordre depuis le début, on part de la fin et on nous raconte juste comment on en est arrivé là, donc la situation juste avant, puis ensuite on raconte comment on est arrivé à la situation juste avant ça, etc., etc., en remontant le fil. It's all backwards. I mean,
Et en parallèle, il nous donne un format interview en noir et blanc, cette fois-ci dans l'ordre chronologique, pour qu'on comprenne un petit peu mieux la psychologie du personnage et comment il fonctionne. Bizarrement, les films qui sembleraient les plus complexes en termes de structure, parce qu'on entre dans des lignes temporelles qui se dilatent au fur et à mesure qu'on avance, finalement, c'est des structures assez linéaires. Par exemple, Inception, je suis désolé de vous décevoir, mais c'est une histoire très linéaire. On change juste de plan de rêve et c'est ça qui est rigolo, mais tout se passe vraiment dans l'ordre où ça arrive, quoi, à part le flashback où on comprend ce qui s'est passé avec sa femme, mais sinon, c'est linéaire. Désolé. Et pour ce qui est d'Interstellar, forcément, les événements qui se passent sur Terre et ceux de la mission spatiale sont pas synchronisés, mais on a une chronologie assez linéaire, à part cette magnifique transition justement entre les messages des enfants de Cooper et les enjeux de Murphy sur Terre. Justement, cette transition, elle assure quelque chose de très linéaire. Après, il y a un petit peu d'aller-retour entre la Terre et la mission spatiale, et ça se passe pas au même moment, forcément. Et une fois dans le Tesseract aussi, c'est un peu le bazar temporellement parlant, parce que c'est une anomalie temporelle. Et en plus de ça, effectivement, ce qui se passe dans le Tesseract, en fait, déclenche le début de l'histoire. Donc on a une sorte de boucle temporelle, au final, avec la fin de l'histoire qui déclenche le début, donc ça boucle. Mais sinon, c'est une structure assez linéaire et tranquille, ça oscille pas non plus de fou entre différentes timelines, comme la gamme de Shepard, vous connaissez? Shepard Stone en anglais. Alors moi je connaissais pas, je sais ce que j'entends de Nolan parler de Dunkerque, et apparemment ouais, c'est une progression harmonique qui donne l'illusion d'une ascension constante des notes, comme si ça montait à l'infini. C'est ouf. Bah Nolan, il a voulu tester ça dans la structure d'un scénario. Du coup, le fait que ce soit des timelines parallèles qui se passent pas au même moment dans le temps et que ça se rejoigne à la fin, c'est juste 3 histoires différentes avec chacune leur structure en 3 actes qui se déroulent simultanément, non loin les unes des autres. Terre, mer et air, ce sont les 3 parties entre lesquelles il fait des allers-retours, et dans chacune de ces parties, les enjeux augmentent constamment. Et en intervertissant entre les différentes histoires, on a l'impression que la tension augmente à un rythme insoutenable. On quitte et on entre dans chaque scène avec l'élan de la scène d'avant, et donc ça donne l'impression d'accélérer, d'aller de plus en plus vite. Alors imaginez si Nolan faisait un film de voyage dans le temps. Pardon, je rectifie. Nolan étant Nolan, il fait un film de paradoxe temporel. Tenet, c'est ni plus ni moins une tenaille temporelle. En fait, on vit les mêmes événements en mode aller et retour, quoi. À la moitié de l'histoire, on revient en arrière et on revit tous les événements. Mais quand on prend un peu de distance, on se rend compte que Tenet a beau changer l'entropie des événements au milieu du film, on a beau retourner dans le temps avec les personnages, on reste toujours avec le point de vue du protagoniste. Donc, on a une histoire qui est racontée de façon linéaire selon son point de vue. Voilà, Tenet, c'est pas du tout non linéaire. Alors que vous regardez la timeline, c'est un bordel. Et dans les films linéaires, on peut aussi insérer Insomnia, Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Donc il nous reste plus que l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Enfin j'espère pas la fin pour de bon, mais Following et Oppenheimer. Following, ça commence et ça termine avec le témoignage du protagoniste à la police. Et à côté de ça, on a 3 timelines différentes. Celle où donc le protagoniste a les cheveux longs, celle où il a les cheveux courts, celle où il a les cheveux courts et qui s'est fait tabasser. Toutes les timelines sont montrées dès l'ouverture et ensuite on passe de l'une à l'autre. Et ça a beau être son premier film, c'est fait assez finement. Par exemple, on a ce moment où le protagoniste avec les cheveux courts rencontre la fille au bar et commence à la draguer. Et juste après, on réalise que quand il avait les cheveux longs, donc dans le passé, il a cambriolé cette fille. Il l'a suivie dans la rue pour la draguer. Et d'un coup, ça change complètement notre perception de la scène précédente. Quand on voyait la scène dans le bar, on se disait « Ah, le gars solitaire qui se bouge enfin pour aller parler à une fille ». Et juste après, on comprend qu'en fait, sa démarche, elle est absolument terrifiante. C'est quand même complexe pour un premier film indépendant, surtout quand on considère l'époque. Mais quand on met en perspective par rapport aux autres films de Nolan, c'est juste une arnaque assez simple, racontée de façon non linéaire. Oppenheimer, il y a 4 timelines aussi. On a la vie subjective d'Oppenheimer, entre sa jeunesse et l'aboutissement du projet Manhattan. Ça, c'est en couleur. Ensuite, on a sa rencontre avec Strauss, qui est en noir et blanc. Puis on a l'interrogatoire d'Oppenheimer, là, dans la petite salle, qui est en couleur. Et enfin, on a le procès de Strauss en noir et blanc. Et puis on a un flash-forward en couleur vite fait avec le prix Enrico Fermi. Et les passages d'une timeline à l'autre sont d'une complexité telle que, enfin, ce serait un cas d'étude complet. D'ailleurs, je vous encourage, si vous avez une copie du film, à vraiment analyser comment il passe d'une timeline à l'autre. On a par exemple ce passage qui part de l'interrogatoire d'Oppenheimer, ensuite qui part dans un flashback avec Matt Damon dans le temps, et puis dans une timeline de la subjective Oppenheimer part dans un autre flashback où Oppenheimer rencontre le colonel Pash. Et le fait qu'on construise en fait l'anticipation avant la rencontre du colonel Pash, Oppenheimer, lui, à l'époque où il rencontrait le colonel Pash, n'avait aucune idée des enjeux. Nous, on sait quelles peuvent être les conséquences dans le futur, du coup,
on est intrigué et on a envie de savoir ce qui va se passer. C'est là où passer d'une timeline à l'autre peut être très utile pour construire l'anticipation de façon beaucoup plus forte et augmenter les enjeux. Alors forcément, avec toutes ces structures non linéaires, quelqu'un a dû lui poser la question à Nolan de comment il faisait pour écrire des histoires aussi complexes. Bien sûr que tout le monde lui pose des questions, donc j'ai pris des petites notes et voici ce que j'ai pu apprendre de sa méthode. You really need a system. Christopher Nolan adore les diagrammes. Il parle dans une interview de Venn diagrams. Un Venn diagram, c'est ça. Voilà, je sais pas comment il l'utilise, mais quand on lui demande de représenter la structure de Memento au tableau, il lui faut à peine 3 secondes pour décider de quelle forme il va donner à la frise chronologique. What's the best way to draw it? The best way to draw it is as a hairpin. Donc il est clairement très habitué à utiliser tout type de diagramme pour représenter la continuité de l'histoire, j'imagine les progressions des personnages, des thématiques, etc. On n'a pas encore accès à ces notes, donc c'est une info partielle, mais voilà, les diagrammes, ça peut être utile. I've waited years. How many years? By now it must be. It's 23 years, 4 months, 8 days. Penser longuement à l'histoire, ça c'est un truc que j'ai entendu dire par Alfonso Cuarón aussi, ne rien écrire à part des notes pendant un moment et vraiment réfléchir aux différentes formes que peut prendre l'histoire, explorer différentes pistes, se laisser partir dans de mauvaises directions pour pouvoir rectifier et revenir à l'essentiel à force de réflexion. Mais vraiment prendre le temps de réfléchir longuement à toutes les possibilités. Concentrate. Come on, I gotta find a pen. Write this down. Prendre des notes. Quand Christopher Nolan bloque sur la rédaction du scénario, il est capable de réouvrir ses entrées de notes pour se remémorer en fait ce qu'il avait en tête au moment où il réfléchissait à l'histoire et débloquer, avoir des nouvelles idées pour avancer dans la rédaction. Je vais même y rajouter mon avis personnel. Je pense que écrire, prendre des notes, ça permet d'avancer dans sa réflexion. Là où réfléchir sans aucun support, ça peut être bloquant, on peut rester coincé dans des problèmes qui n'avancent pas. Dès qu'on commence à écrire ces problèmes, on avance et on trouve des solutions. Et même si en fait c'est pour écrire des mauvaises idées ou des fausses pistes, ça permet quand même de les écarter au final et de pouvoir se recentrer sur l'essentiel. Et vaut mieux avancer en écrivant des mauvaises idées qu'on réalise qui sont des mauvaises idées plus tard, pour justement, quand on rédige, savoir quelles mauvaises idées ne pas inclure, plutôt que d'avoir vraiment exploré en surface juste dans sa tête et pas savoir ce qu'on fait quand on se met à rédiger. Ne commencer à rédiger qu'une fois que la structure est limpide. Ce qui permet à Nolan d'écrire des histoires aussi bien ficelées, c'est sa capacité à visualiser la structure de l'histoire avant de se mettre à rédiger. Il dit pas exactement quelle forme prend sa structure dans ses notes avant qu'il arrive au moment fatidique de la rédaction. On sait pas s'il fait un squelette, ou un séquencier, ou une beat sheet, comme certains les appellent. On sait pas comment il fait, mais c'est très structuré avant qu'il se mette à rédiger, parce qu'il déteste revenir en arrière et avoir à remettre en question la structure alors qu'il est en train de faire de la réécriture. Il aime pas la réécriture, donc il fait tout pour qu'il y ait le moins de réécriture possible. Donc la structure doit être la plus proche du parfait avant de se mettre à rédiger. Après, encore une fois, chacun sa méthode, c'est pas des règles, c'est juste sa façon à lui de procéder. The audience knows the truth. The world is simple, solid all the way through. Et le dernier point, c'est celui sur lequel il insiste le plus. Il écrit le scénario dans l'ordre dans lequel le public verra le film. Il a essayé une fois, en fait, pour Following, d'écrire l'histoire dans l'ordre chronologique et ensuite de découper et de réagencer pour faire une histoire non linéaire. Et la quantité, en fait, de réécriture que ça a engendré était monstrueuse. Il s'est dit plus jamais. Il n'y avait aucune transition fluide entre les scènes. Il n'y avait pas d'élan qui permettait de passer d'une scène à une autre. Donc il en a déduit qu'il valait mieux écrire toujours le film dans l'ordre du visionnage pour justement créer cette continuité, créer cet élan, ces transitions fluides et avoir une uniformité globale. Il essaie plutôt d'appliquer des principes de montage à l'écriture, mais en écrivant toujours du début vers la fin. Il en a aussi déduit que les studios qui essayaient de rattraper des films au montage en créant une narration non linéaire, alors que le film avait été tourné de façon linéaire, enfin sur un script qui racontait l'histoire de façon linéaire, en général, c'était toujours un petit peu raté, parce que justement, ça crée un truc très abrupt où il y a des scènes qui arrivent à des moments bizarres. Il vaut mieux que dès le script soit prévu, et ça se voit dans ces films. On voit que les scènes mènent aux autres, quoi. Il y a toujours un truc de transition fluide qui donne pas l'impression qu'on part d'un coup dans une autre timeline sans raison. Ne pas essayer d'éditer une histoire linéaire en une narration non linéaire. Ça nous renvoie aussi au conseil numéro 2, qui était de penser longuement à son histoire avant de rédiger, et au conseil numéro 4, qui est d'avoir une structure assez limpide avant de se mettre à écrire le scénario. Dites-moi en commentaire quel est votre film de Nolan préféré, si vous connaissez aussi d'autres films avec une structure non linéaire qui mériteraient d'être décortiqués. Sinon, abonnez-vous, likez la vidéo, et puis merci à ceux d'entre vous qui iront checker la page Patreon. On se retrouve là-bas. Bye bye.